Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, et récemment couronné par l'Institut, Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Comment ne pas devenir fou ?» Il est ainsi chapeauté. Une pandémie qui n'en finit pas, un reconfinement inauguré par une vague d'attentats, des petits commerces aux abois, des Français sur les nerfs, désarçonnés par des mesures gouvernementales qui manquent de lisibilité. Comment ne pas désespérer devant tant d'incertitudes, ne pas devenir fou devant tant d'injonctions contradictoires? Ce numéro du 1 tente donc de sonder nos cœurs et nos esprits alors que se prolonge un second confinement bien parti pour aggraver les tendances déjà observées au printemps en matière de consommation d'alcool et de psychotropes, aussi bien que de consultations et d'appels liés à une détresse psychologique. Pour ce qui nous concerne, le Nouvel Esprit Public a lancé dimanche dernier une nouvelle campagne de financement participatif pour compenser d'une part la fin de sa convention triennale avec MMA et pour développer de nouveaux projets et maintenir notre vitalité, de nouveaux projets, notamment une nouvelle série de suppléments de BADA consacrés au monde de la culture et à ses acteurs afin de les faire mieux connaître. Vous pouvez déjà entendre les deux premiers de ces suppléments, l'un sur l'opéra comique et l'autre sur un cinéma rural, enfin à la fois rural et maritime, puisqu'il est situé dans l'île de Groix et que vaillamment et efficacement, il défend le goût du cinéma de tous les cinémas. La première semaine nous a permis, dans notre campagne de financement, d'atteindre à peu près 30% de notre objectif, ce qui est plus qu'encourageant, mais nous savons que les piqûres de rappel sont nécessaires, car il arrive que nos auditeurs oublient de passer de l'intention sincère à l'action efficace. Vous pouvez vous rendre sur notre site à la rubrique Soutenez-nous, qui accueille les dons mensuels et ponctuels, tous défiscalisés à hauteur de 66%. Intéressons-nous maintenant à l'ensemble des mesures gouvernementales prises ces derniers temps. Le reconfinement du 30 octobre et ses mesures ont provoqué de nombreuses polémiques, alors que les librairies, les boutiques de vêtements et les commerces de jouets sont qualifiés de non essentiels et fermés, les grandes surfaces demeurent ouvertes, à condition d'empêcher l'accès à leurs rayons de livres, de vêtements et de jouets. Les plateformes en ligne regorgent de commandes et les polémiques se concentrent sur Amazon, dont les profits connaissent une formidable croissance, alors qu'elle échappe à la condition fiscale commune. Le ministre de l'économie s'est flatté d'avoir obtenu que la plupart des plateformes repoussent d'une semaine les ventes promotionnelles dites du Black Friday. La Fédération du commerce et de la distribution a accepté cet arrangement auquel Amazon France a souscrit. Plusieurs maires ont signé des arrêtés autorisant l'ouverture de commerces fermés par le gouvernement. Les groupes de la grande distribution, contraints de mettre sous le boisseau leur rayonnage de produits non essentiels, connaissent une baisse d'activité et recourent désormais massivement au chômage partiel. Les services territoriaux du ministère du Travail ont reçu 208 600 demandes en 2 semaines, avec quelques 15 000 requêtes quotidiennes contre 3 000 les semaines précédant le reconfinement. Dans ce contexte, l'opposition juge le plan de relance de 100 milliards d'euros mal calibré, trop tardif, insuffisant pour protéger les plus fragiles. Le MEDEF estime les mesures destinées aux entreprises souvent trop compliquées. Et selon le cédétiste Laurent Berger, il manque des mesures qui aident la demande des foyers les plus modestes. La grogne a également sévi le week-end dernier chez les catholiques, qui se sont mobilisés devant les parvis des églises d'une vingtaine de villes en France pour réclamer le retour des messes publiques, quand certains évêques et d'autres fidèles appelaient à la patience. Le Premier ministre a annoncé qu'il ne réautoriserait pas les messes en public avant le 1er décembre par crainte de contamination en masse. Enfin, la discussion du projet de loi sur la sécurité globale à l'Assemblée nationale a débuté dans un climat tendu.
Si le renforcement des polices municipales et l'encadrement de la sécurité privée font plutôt consensus, plusieurs failles ont été ouvertes par le volet sur la protection des forces de l'ordre, l'article 24 notamment, qui rend passible d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de diffuser, je cite, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Cet article a suscité, depuis son examen en commission des lois, les blâmes de la défenseur des droits, puis ceux des sociétés de journalistes, avant la semonce du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et, in fine, le ministre de l'Intérieur, peu soutenu dans son gouvernement, a dû annoncer qu'il reverrait sa copie. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Il est vrai qu'aujourd'hui, la France affronte une crise d'une incroyable complexité et une situation extrêmement difficile. On a l'épidémie, une récession historique, des mouvements sociaux, une colère sociale, un ressentiment qui monte, des problèmes de terrorisme avec la multiplication des attentats islamistes, et maintenant une campagne de boycott international qui est lancée contre les produits français. Donc c'est une tempête incroyablement complexe et violente. Et là, on doit reconnaître que même si évidemment l'épidémie est universelle, la crise économique touche tous les pays développés, seule la Chine sera en croissance cette année, mais il y a quand même bel et bien une part d'exception française. Et force est de constater que ce deuxième confinement a tourné au chaos, il est mal compris, il est ressenti comme injuste, et par les élus, et par les entreprises, et par les citoyens. Et on a vu se multiplier des situations aberrantes qui ont conduit un journal allemand à qualifier la France d'absurdistan. C'est la fameuse liste des produits essentiels et non essentiels, les problèmes des librairies, le Black Friday qu'on explique qu'on va reporter du 24 novembre au 4 décembre, alors que c'est évidemment un événement international, donc évidemment il y aura 2 Black Friday, et en réalité ça veut dire que le commerce numérique va pouvoir dominer largement pendant 10 jours d'affilée. Sur le chômage partiel, on critique la grande distribution d'y recourir, quand dans le même temps la ministre du Travail explique que les stations de ski doivent embaucher les saisonniers pour les mettre immédiatement au chômage partiel, puisqu'il n'y a pas de skieurs pour l'instant. Donc, c'est de fait un désordre inouï. Alors, qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit le fait que Emmanuel Macron et son gouvernement ont totalement perdu le contrôle de la situation sanitaire. On compte 2 millions de cas, 47 000 morts. Contrairement à ce qui avait été dit par le ministre de la Santé, on a la démonstration que l'hôpital n'était absolument pas prêt à affronter une deuxième vague. Perte de contrôle de la situation économique, 11% de récession, 120% du PIB de dette publique, 10% de chômeurs à la fin de l'année, et un plan de relance qui dessine l'économie idéale pour 2030, mais qui laisse se réaliser l'effondrement de l'économie réelle de 2020. Une situation sociale dangereuse, des commerçants, des indépendants qui vont perdre le travail d'une vie, beaucoup de chômeurs, 1 million de gens qui sont portés par le chômage partiel, en plus des 10% de chômeurs qu'on aura fin 2020, et puis les jeunes qui sont dans une situation extrêmement difficile, et enfin la perte de contrôle de l'ordre public avec la montée de violence et du terrorisme. Qu'est-ce qu'on trouve derrière tout ça ? En fait, on trouve toujours les mêmes travers, avec des éléments propres à Emmanuel Macron et puis des éléments qui tiennent à nos institutions, c'est-à-dire un système complètement technocratique qu'on a vu sortir de route avec le fameux décret sur les biens essentiels ou non essentiels, avec une incroyable centralisation, une naïveté stupéfiante. On fait des décrets où on entend décréter sur le Black Friday, où on fait une application tous anti-Covid sans les fabricants de portables. Donc évidemment, ça ne peut pas marcher. On utilise le Conseil de défense et de sécurité pour le sanitaire comme pour l'écologie, alors qu'il n'est pas fait pour ça. Pendant ce temps, Mme Merkel associe les lenders et les entreprises à ses décisions. Et on se retrouve donc avec un président de la République et un gouvernement totalement isolé. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je crois qu'il faudrait cesser d'opposer la sécurité sanitaire et l'économie, l'état de droit et l'ordre public. Depuis le début, on connaît la stratégie contre l'épidémie: tester, tracer, isoler, soigner.
Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de tracé, il n'y a toujours pas d'isolé. D'ailleurs, le président de la République a fait un glissement sémantique. Il parle maintenant d'alerter. Le problème, ce n'est pas d'alerter, c'est bien de tracer, d'isoler et de soigner et de faire ce que font les autres. Quant au plan de relance, il faut le reconfigurer pour traiter les problèmes du présent, la flexibilité du travail, le problème des fonds propres des entreprises, la subvention d'investissement et puis le soutien des ménages les plus modestes. Et enfin, je crois qu'il faut retrouver un fonctionnement démocratique. Le Conseil de défense n'est pas fait pour gérer des crises sanitaires. Le Parlement doit être remis dans le circuit de décision et il faut travailler avec les collectivités locales et avec les acteurs économiques et sociaux et surtout avec les citoyens. Donc, cessons de les infantiliser et essayons de les responsabiliser. Je crois qu'il y a toujours plus d'intelligence dans le grand nombre et dans les Français qu'il n'y en aura que dans un seul homme. Michaela Wiegel. Oui, j'ai très envie de nuancer un petit peu le tableau très noir et très brillant que Nicolas vient de dresser. Effectivement, il y a pas de quoi se réjouir, mais notamment, et comme Nicolas a mentionné la comparaison avec l'Allemagne, cette épidémie évolue très très vite et aujourd'hui on ne peut plus dire que le fédéralisme allemand soit la recette tout trouvée pour faire face à cette épidémie et je crois même pouvoir dire qu'Angela Merkel, avec des heures et des heures de débats infructueux avec les ministres présidents des Länder, aurait envie de temps en temps d'avoir le pouvoir qu'a un président français et de leur dire assez, maintenant c'est moi qui décide, mais elle ne le peut pas. Et aujourd'hui, le taux de contagion est plus mauvais à Berlin qu'à Paris. Donc ça, il faut aussi se le dire, cette épidémie évolue très vite. Alors effectivement, on a vu tous les mauvais côtés de la Ve République, je dirais. J'ai relu le coup d'État permanent de François Mitterrand qu'il avait en 64. Le titre est un peu, il m'a un peu perturbée, mais dedans, on trouve vraiment tout ce qu'on peut critiquer aujourd'hui. Une concentration du pouvoir dans une seule personne, une prise de décision pas concertée, des abus de pouvoir, comme effectivement le fameux décret qu'on pouvait désormais acheter son arbre de Noël. C'est vrai qu'il y a des choses bizarres qui se passent, mais je pense le véritable problème, c'est que tout cela, c'est constitutionnel, tout cela était prévu dans les institutions de la Ve République, sauf que aujourd'hui, je crois, pour les Français, ce n'est plus acceptable. Alors, que faire? Moi, j'ai quand même l'impression que le narratif français aujourd'hui est on doit avoir cette Ve République parce que c'est la seule qui garantit la stabilité politique. Et donc, si on ne quitte pas ce cadre institutionnel, je ne vois pas vraiment de solution plus démocratique parce qu'il restera toujours ce problème qu'il n'y a pas assez de contrôle démocratique prévu. C'était bien entendu normal dans le contexte dans lequel la Ve République a été instaurée, mais on voit aussi aujourd'hui que c'est difficile. Mais ça ne veut pas dire en même temps que c'est beaucoup plus facile en Allemagne. On a vu cette semaine des opposants au port de masque envahir le Bundestag, perturber le fonctionnement de notre Parlement. Il y avait des députés qui se sont réfugiés dans leur bureau de peur d'être attaqués. On a eu des manifestations très violentes. Et donc, je crois que réellement, c'est facile pour
personne. L'Allemagne part avec des bien meilleurs chiffres économiques et donc est moins fragilisée. Et malheureusement, la France était déjà fragile économiquement et est beaucoup plus touchée du coup par les suites. Mais est-ce qu'une libéralisation aurait mieux fonctionné? Ce n'est pas sûr. Marc-Olivier Padis. Quand on entend le réquisitoire talentueux de Nicolas Bavrez, on se dit qu'au moins la France ne risque pas la crise d'autosatisfaction. Mais c'est vrai qu'on vit un moment de mise à l'épreuve de notre système et d'un système hyper centralisé qui ne passe pas le test. Malgré ce que dit Michaela, on a le sentiment qu'un système fédéral fonctionne quand même mieux que notre système hyper centralisé, même si les informations qui nous arrivent de Suisse montrent que les systèmes fédéraux, en tout cas le système fédéral suisse, a aussi beaucoup de problèmes avec des écarts difficiles à expliquer entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Mais c'est vrai que l'utilisation du Conseil de défense sanitaire, par exemple, est tout à fait caricaturale et illustratrice de ce choix d'un pilotage extrêmement vertical et centralisé de la crise. Ce qui est inquiétant, c'est que la nomination de M. Castex comme Premier ministre était censée être une réponse à ce défaut qui avait été déjà très largement commenté lors du premier confinement, et qu'on reste malgré tout dans toujours ces mêmes habitudes. Mais je crois que dans un pays plongé dans un état d'urgence et de stress, retrouve des réflexes vitaux et donc on en revient spontanément aux mécanismes fondamentaux, au centralisme, au recours au préfet. On a mis de côté, par exemple, complètement toutes les institutions de la démocratie sanitaire, c'est-à-dire toutes les formes de concertation et de participation qui ont ouvert depuis 20 ans le système sanitaire français, la Conférence nationale de santé, les associations de patients, le Haut Conseil de la santé publique, etc. Tout ça a été mis de côté au profit d'un conseil scientifique auprès du Premier ministre, qui d'ailleurs travaille très bien, qui n'est pas contesté, mais qui est une institution ad hoc alors qu'il existait en fait déjà des instances. Et malgré tout, il manque encore toujours un volet de consultation des usagers du système de soins dans cette gestion de la crise Covid. Alors, comment expliquer cette situation? Je crois qu'il y a deux choses qui n'ont pas été mentionnées, même si tout ce qu'ont dit Michaela et Nicolas me semble très juste sur le fond. D'abord, je crois tout simplement qu'on est dans une phase d'apprentissage collectif, comme tous les autres pays confrontés à ce choc complètement inédit. Et quand on compare les autres pays, on voit que ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les pays d'Asie ou d'Afrique qui ont vécu des chocs épidémiques dans des périodes assez récentes. Et donc, ils sont prêts, ou du moins ils sont mieux préparés, parce qu'ils ont déjà vécu des événements comparables. Et nous, ce n'est pas du tout le cas. Deuxièmement, ce qui est très frappant avec ce deuxième confinement, c'est la fin du consensus politique qui, malgré tout, avait accompagné le début de la crise. Et pourquoi y a-t-il cette fin? Parce que, me semble-t-il, en tout cas c'est une hypothèse que je proposerais, la stratégie présentée par le président de la République a ouvert un espace de débat et de polémique qui n'était pas ouvert lors du premier confinement. Je veux dire, au premier confinement, il avait dit la santé avant tout, il faut se protéger, on dépensera ce qu'il faudra, etc. Là, il a essayé de trouver un bon équilibre entre le maintien de l'activité économique au nom de la justice sociale, ce qui me semble tout à fait justifié. On ne peut pas priver d'activité tout le monde, même s'il y a des secteurs comme la culture qui restent très privés d'activité, mais c'est souhaitable de maintenir quand même une activité économique, donc trouver le bon équilibre entre le maintien de l'activité et la protection sanitaire. Mais ce raisonnement sur l'idée du bon équilibre à trouver implique l'idée qu'il existe un curseur entre les deux. Or, qui dit curseur dit qu'on peut bouger ce curseur. Et donc, est-ce qu'on va dans un sens et dans l'autre? Pourquoi est-ce qu'on ferme les librairies et pas les grandes surfaces? Pourquoi les coiffeurs, les cordonniers, etc. Donc, toutes les professions peuvent venir présenter leurs doléances auprès du pouvoir.
et expliquer que d'accord pour un curseur, mais le curseur n'a pas été placé au bon endroit, il faudrait le déplacer. Et du coup, on s'est trouvé dans une situation de débat sans fin. Et dernière remarque, je pense qu'on revient à un système très centralisé, crispé, français, mais aussi qui arrange beaucoup de monde, parce que qui veut prendre ses responsabilités aujourd'hui? C'est-à-dire personne n'envie la place du préfet qui doit décider la fermeture du commerce. On n'entend pas les maires dire ah ben non, c'est plutôt moi qui vais prendre la décision plutôt que le préfet. Donc on est tellement habitué à ce système centralisé, c'est aussi un système déresponsabilisant. Et on le voit bien avec l'attitude des élus locaux, parfois des maires, on le voit aussi avec l'attitude des organisations patronales qui ne jouent pas vraiment le jeu du télétravail. On est à moitié moins de télétravail que lors du premier confinement, alors que le télétravail s'était dans l'ensemble quand même bien passé, que maintenant on est même mieux organisé, que pour toute une partie des salariés, même si ce n'est pas tous les salariés, c'est une bonne solution. Et finalement, on ne joue pas vraiment le jeu et donc on préfère renvoyer évidemment sur le gouvernement, l'État centralisé, etc. Nicole Niesotto. Oui, alors moi, je crois que je vais commencer par faire l'inverse, notamment de Nicolas Bavray, c'est-à-dire de plaider pour l'indulgence à l'égard des mesures prises par le gouvernement. D'abord, je ne crois pas qu'il y ait une exception française. Tous les pays, quand on regarde la carte européenne, tous les pays sont exceptionnels dans le traitement de cette crise. Et Michaela l'a un peu évoqué pour l'Allemagne. L'Allemagne a peut-être de bons résultats, ou en tout cas une démocratie plus participative que la nôtre, mais c'est quand même le seul pays où il y a des manifestations et maintenant violentes. Au mois d'août, elles étaient pacifiques, mais il y avait quand même 30 000 personnes dans les rues. Mais là, elles sont un tout petit peu plus brutales. Des manifestations, des anti-masques contre le gouvernement, contre le Parlement. Donc, chaque pays est exceptionnel dans le traitement de cette crise. Mais pourquoi mon indulgence? Parce que je crois que personne, mais vraiment personne, n'a la recette magique pour résoudre ce qui est vraiment une quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'il faut tenir trois objectifs en même temps qui sont totalement contradictoires. Il faut euh, obtenir la disparition, en tout cas la maîtrise de l'épidémie, il faut obtenir un peu de résurrection, sinon de la croissance, en tout cas essayer de comprimer au maximum la crise économique et surtout, troisième objectif, éviter la crise sociale. Et personne ne sait comment faire ces trois choses en même temps. Alors la différence avec le premier confinement qui s'était relativement bien passé, c'est que dans le premier confinement du mois de mai, on avait un seul objectif, c'était diminuer la contagion. euh, c'est tout, c'était la priorité absolue, l'économie pouvait s'arrêter, d'ailleurs on l'a arrêté pendant 2 mois, quoi qu'il en coûte, disait le président de la République, et il en a coûté. Aujourd'hui, dans ce deuxième confinement, on se veut plus subtil et on veut donc tenir les trois objectifs en même temps. Et effectivement, quand on voit les chiffres, un chômage de presque 10%, soit 2,7 millions de gens, mais en même temps 2 millions de cas de Covid avec 47 000 morts, on se dit que c'est difficile de choisir quelle est la priorité. Donc voilà, je crois que la voie est très étroite et bien malin qui pourrait dire que faire. Cela étant dit, on ne peut quand même pas nier le côté parfois surréaliste des mesures qui nous ont annoncées, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous priver du plaisir d'entendre, mais vous les connaissez, toutes ces contradictions. La pire, moi, pour moi, enfin la pire, la plus incompréhensible pour moi, c'est l'interdiction des sports individuels nautiques. Pourquoi on n'a pas le droit de faire de la planche à voile alors qu'on est seul sur sa planche, alors qu'on a le droit d'être un jogger au Luxembourg et de cracher sur tout le trajet des postillons qui peuvent inonder tous les pauvres couples en mal de fraîcheur qui viennent se promener au Luxembourg. Bref, je ne vais pas faire la liste de toutes ces contradictions, mais on a effectivement un sentiment d'absurdité générale, donc de révolte, donc d'exacerbation, et vous l'avez tous fait, il faut essayer de comprendre pourquoi le gouvernement en est venu à ces absurdités. Je crois qu'il y a deux raisons conjoncturelles. Premièrement, on a péché par optimisme en juin, quand on a fait le premier déconfinement, et on a péché par précipitation en octobre, quand on a fait le second.
En juin, et le Premier ministre lui-même, M. Castex, l'a reconnu, quand on est sorti du déconfinement, on a vraiment cru que c'était gagné, et donc on a déconfiné trop vite, trop tôt, trop globalement, sans imaginer qu'on pourrait avoir une deuxième vague aussi rapidement. Et en octobre, il y a eu cette précipitation dans les mesures non réfléchies, avec un illogisme total, parce qu'il y a eu un sentiment de panique, ça, il faut le reconnaître. La deuxième vague est arrivée pratiquement en une semaine, moi-même j'en ai été victime d'ailleurs, et donc la précipitation, la panique a entraîné un certain nombre d'absurdités. Et puis, il se greffe là-dessus les défauts structurels de la République, dont vous avez parlé. Moi, j'en ajouterai un autre qui est notre hyper-administration. J'ai vu l'autre jour un dessin humoristique sur le thème « Notre goût de la liberté est égal à notre goût de la paperasserie ». Et c'est assez vrai. Alors là, ce n'est pas du tout un problème constitutionnel, mais je crois qu'il y a, et on l'a souvent dénoncé dans cette émission, un millefeuille administratif qui rend toute décision, même peut-être logique, qui la rend in fine totalement insupportable. Par exemple, dans l'autorisation de déplacement, vous n'avez pas moins de 10 cases à cocher et vous avez le droit de vous promener 1 heure à 1 kilomètre avec votre mari, mais vous n'avez pas le droit de le faire avec un ami, ce qui est quand même une intrusion dans votre vie privée qui est assez contestable. Donc, il y a ce culte de l'hyper-administration dont souffre, voire dont meurt d'ailleurs l'hôpital public français. Et puis, le deuxième point, qui rejoint notamment ce que Michaela disait sur la Ve République, c'est le sens du collectif qui est quand même devenu très, très bas dans ce pays. On a perdu le sentiment de l'intérêt général. La meilleure preuve que je pourrais en donner, c'est la loi sur la sécurité globale, en particulier cet article 24, où la classe politique découvre le problème quand le texte vient en discussion à l'Assemblée, ce qui veut dire qu'avant, il n'y a jamais eu le moindre consultation entre le syndicat des policiers et les syndicats des journalistes, ce qui, effectivement, dans un pays comme l'Allemagne, paraît tout simplement inconcevable. Je voudrais terminer sur un point. Cette crise montre aussi, enfin la gestion de la crise montre aussi nos contradictions sur la laïcité. Pardonnez-moi, là je vais peut-être m'énerver un tout petit peu, mais de voir les catholiques manifester devant des églises pour demander le droit d'avoir la messe, alors qu'on vient pendant 3 mois de nous, tous les jours, de nous accabler de discours sur la laïcité, la spécificité française, je trouve que là, il y a une vraie contradiction et peut-être une exception française. Merci. Je voudrais juste ajouter une chose. C'est une citation d'un confrère, Hubert Huertas, à propos de la loi poussée par M. Darmanin, la loi de sécurité globale. Je crois que Huertas écrit très justement dire que la nuée de provocateurs qui cherchent l'incident avec des flics pour pouvoir le filmer, dire que ça ne pose pas de problème, c'est une hypocrisie. Y répondre par une loi interdisant, par exemple, une affaire George Floyd, c'est une faute liberticide et c'est évidemment le cas de l'intention heureusement contrariée de M. Darmanin, mais l'idée aussi de demander aux journaux d'accréditer des journalistes pour assister à une manifestation, d'ailleurs, ça a provoqué un refus d'ensemble qui va du Figaro à Mediapart, c'est aussi une intention sottement liberticide. Nicolas Bavrez. Quelques remarques brèves. D'abord, il est vrai que il existe des pays qui font plus mal que nous. Les États-Unis, quand on pense que ce pays investit 18% de son PIB, qui est le PIB du pays le plus riche du monde, pour avoir 250 000 morts, c'est vrai que c'est complètement aberrant. Le Royaume-Uni également a des performances qui sont pires que les nôtres sur le plan sanitaire et sur le plan économique, mais il n'en reste pas moins que la France est quand même dans une situation extrêmement dégradée. Elle est très clairement en queue de peloton. Je rappelle, puisqu'on a parlé de la France et de l'Allemagne, donc oui, il y a des manifestations violentes en Allemagne. Simplement, il y a 47 000 morts en France et il y en a 13 800 en Allemagne. Il y a une récession de 11% en France, elle est de 5,5% en Allemagne. Et à la fin de l'année, on aura une dette à 120% chez nous, 75% en Allemagne. L'Allemagne sera toujours en plein emploi et on aura 10% de chômeurs. Donc, c'est quand même pas la même chose. La deuxième remarque, c'est sur les pays. Quand on regarde les pays qui se sont bien débrouillés, eh bien, on voit que ce sont des pays avec des États forts,
performant, une industrie forte, des technologies, une forte éducation de la population et puis une grande cohésion sociale et de fait un sens civique développé. Et c'est vrai qu'on a perdu tout ça en France. Et la troisième remarque, c'est qu'on a donc raté la gestion de la première vague, on a raté le déconfinement, on a raté le reconfinement et la deuxième vague. Il faudra quand même ne pas rater les vaccins. Donc, les vaccins vont arriver, ils seront disponibles dès le début de l'année 2021. Et là, il va falloir que la France montre à la fois un plan qui soit un plan ordonné, mais qui ne renouvelle pas les erreurs du passé et qui fasse largement appel précisément aux médecins et avec une grande décentralisation, une mobilisation de la proximité pour faire comprendre aux Français, pas seulement par une obligation, mais aussi leur faire comprendre qu'il est important pour eux de se faire vacciner. Michaela Wiegel. Oui, très, très brièvement, effectivement, la comparaison France-Allemagne n'est pas bon pour la France, mais je pense que ce qui m'inquiète le plus, c'est probablement pas le nombre, le chiffre de morts qui est divergent. C'est qu'en France, on voit à quel point il n'y a pas, par exemple, le vaccin qui va être produit par Pfizer, avec un laboratoire allemand de plus et géré par deux descendants de l'immigration turque. Donc, c'est vraiment, on est au cœur là d'un projet d'avenir et ce qui me fait le plus peur, en quelque sorte, dans cette comparaison, c'est qu'on ne voit pas ce genre de champions émerger dans aucun des domaines qui sont les domaines effectivement aujourd'hui sur le plan sanitaire. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions maintenant à notre deuxième sujet, le sujet de politique internationale et à ce qui est en train de se passer avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire l'ANSEAN. 15 pays d'Asie et du Pacifique ont signé le 15 novembre un important accord commercial promu par la Chine à l'occasion de la clôture d'un sommet virtuel de cette association. Cet accord vise à créer une gigantesque zone de libre-échange entre les 10 États de l'ASEAN, Indonésie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam, Birmanie, Cambodge, Laos et Brunei. Donc, entre ces 10 États et la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce partenariat régional économique global devient l'accord commercial le plus important au monde. Il représente 30% du produit intérieur brut mondial et un marché de 2 milliards d'habitants. Il se classe devant les États-Unis, 24,2% du PIB mondial et 327 millions d'habitants, et devant l'Union européenne, de 22,1% du PIB et 512,3 millions d'habitants. L'accord prévoit une élimination de 90% des tarifs douaniers entre pays membres et des règles communes pour la propriété intellectuelle, mais il exclut tout ce qui touche à la protection des travailleurs et à l'environnement. Il consolide les ambitions géopolitiques régionales plus larges de la Chine autour de nouvelles routes de la soie, selon Alexandre Capri, qui enseigne à la Business School de l'Université de Singapour. L'Inde, qui compte 1,4 milliard d'habitants, devait également rejoindre ce pacte commercial sans précédent, mais elle a décidé l'an dernier de s'en retirer par crainte de voir des produits chinois à bas prix envahir son marché. New Delhi a toutefois la possibilité de rejoindre l'accord plus tard. Cet accord commercial, dont l'idée remonte à 2012, est considéré comme la réponse chinoise à une initiative américaine. Barack Obama, qui redoutait la montée en puissance de cette influence chinoise, avait poussé avec Tokyo à la création sans Pékin d'un autre accord de libre-échange baptisé Partenariat transpacifique, dont l'administration Trump a décidé de se retirer en 2017. Ce partenariat régional économique global est un pas de plus vers le déplacement de l'économie mondiale vers l'Asie, qui en 1950 représentait, Inde comprise, 25% de la production mondiale, et en 2050 en représentera 60%. La signature de cet accord intervient dans un contexte de forte crise économique en raison de l'épidémie de Covid-19 pour les 10 membres de l'Association des nations du Sud-Est asiatique. Selon les calculs de Bloomberg, les économies non libérales, largement administrées par l'État, qui représentaient 12% du PIB mondial en 2000, en représenteront 43% en 2050,
tandis que la part de l'Occident passera de 57% à 33%. Des économies insensibles aux aspects sociaux et environnementaux, tous deux exclus de l'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, et non démocratiques. Bloomberg prévoit que la part des pays démocratiques dans le PIB mondial, qui était de 86% en 2000, sera de 60% en 2050. Sur cette question, Nicole Nesotto. Oui, Philippe, vous l'avez dit, cet accord est impressionnant à plus d'un titre, mais d'abord, ce qui est impressionnant, c'est la vitalité de l'Asie. Alors, c'est vrai que quand on se promène dans une rue à Paris, si tant est qu'on puisse s'y promener encore, on ne voit pas, on n'en a pas l'impression, mais il faut quand même retenir deux chiffres. L'Asie, c'est aujourd'hui 50% du PIB mondial et 50% de la population mondiale. Un habitant sur deux de la planète est asiatique. Donc ça, c'est la base de toute réflexion sur l'international. Et donc, cet accord intervient le 15 novembre, et ça, je voudrais juste le signaler comme une boutade. Cet accord, il est impressionnant par la date. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais à peine élu, Joe Biden se voit rafler la une des médias par la signature de cet accord, le RCEP, entre la Chine et un certain nombre de pays de l'Asie du Sud-Est. Je crois que c'est une espèce de message adressé par la Chine à Joe Biden en lui disant l'Asie va très bien sans vous, merci, bienvenue. Il est impressionnant aussi cet accord par son ampleur, mais là vous l'avez dit, c'est la plus grande zone de libre-échange du monde. Il est impressionnant par sa composition. Il y a à la fois des pays très riches et des pays très pauvres. C'est étrange pour un accord de libre-échange parce que les très pauvres risquent des déstabilisations économiques encore plus grandes. Il y a surtout, et c'est surtout un accord entre des alliés et des ennemis. La Chine a signé avec le Japon et la Corée du Sud. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il y a un accord entre la Chine et les deux plus importants alliés stratégiques des États-Unis dans la zone, qui sont le Japon et la Corée du Sud. Et enfin, il est impressionnant, bien sûr, par la victoire de la Chine. En 6 mois, la Chine a vaincu le coronavirus. Elle a vaincu la crise économique puisqu'elle sera en croissance cette année. Elle a relancé le commerce mondial et tout cela s'inscrit dans une stratégie que Xi Jinping lui-même a donnée à son pays, qui est de devenir en 2050, donc c'est pas dans très longtemps, dans le calendrier chinois, le premier pays champion de l'intelligence artificielle et un pays totalement autonome en matière de nouvelles technologies. Et donc on voit bien l'ambition chinoise qui est de construire sa puissance à partir de la zone sur le plan géographique, de la zone Asie, et sur le plan de l'avenir, sur les nouvelles technologies. Alors, quelles leçons peut-on tirer de cet accord? Je crois qu'il faut en tirer des leçons pour les États-Unis d'une part et pour l'économie libérale et la mondialisation d'autre part. Pour les États-Unis, Joe Biden, je l'ai dit, a été évincé par cet accord qui est très ironique d'une certaine façon. C'est la réponse du berger à la bergère. Obama voulait un grand accord de libre-échange sans la Chine pour contenir la puissance chinoise. Trump a décidé de dénoncer cet accord, le TPP, en 2017. Et aujourd'hui, c'est absolument l'inverse. La Chine signe un accord de libre-échange dans l'Asie pour contenir la puissance américaine. Et celui-là, il marche. Et c'est quand même extraordinaire que les Chinois réussissent à l'envers ce que les Américains n'avaient pas fait. C'est d'une façon pour les Chinois de dire aux États-Unis, il y a une doctrine Monroe chinoise, on peut tout à fait organiser le continent ou le sous-continent sans vous, vous n'êtes pas comme vous le croyez, une puissance asiatique, vous êtes une puissance américaine. Deuxième réflexion pour les États-Unis, il faut quand même qu'ils s'interrogent sur les alliés, parce que je crois que c'est quand même intéressant de voir que en Asie, en tout cas, l'alliance s'arrête au partenariat économique. Et moi, je souhaiterais d'ailleurs que les alliés européens de l'Amérique tirent les mêmes conclusions sur la nécessité de leur souveraineté et de leur autonomie commerciale ou autre. Deuxième leçon pour terminer, qu'est-ce qu'on peut en tirer sur la mondialisation et l'économie libérale? Alors, ce n'est pas une victoire du multilatéralisme, contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout. Cet accord, évidemment, il a plusieurs pays, donc il est un accord multilatéral, mais ça n'est pas le retour du multilatéralisme, c'est un accord
de commerce. C'est un accord de libre-échange pour supprimer 90% des droits de douane. Ce n'est pas un accord de gouvernance de l'Asie du Sud-Est. Donc, y voir une conviction chinoise en faveur du multilatéralisme, comme le dit lui-même Xi Jinping, me paraît une illusion. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que cet accord montre deux tendances qui ne sont pas forcément favorables pour les Européens. La première, c'est la régionalisation de la mondialisation. On voit bien qu'en Europe, il y a une tentative de relocaliser les matières stratégiques. C'est la même chose en Asie, on régionalise la mondialisation, dont on aura peut-être 3-4 pôles, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, avec une région centrale, l'Asie. C'est donc une mondialisation sino-centrée qui se met en place. Et deuxièmement, et ça c'est très important, c'est une mondialisation plus brutale. Cet accord est un accord primaire, basique, suppression des barrières douanières, mais la Chine n'a absolument pas voulu qu'on y inclue des normes environnementales, des normes sociales sur le travail. On est très loin des accords de troisième génération que voulaient les États-Unis et l'Europe. Et ça n'est pas une bonne nouvelle. C'est le retour à à un capitalisme brut, sauvage et sans doute rétrograde. S'il gagne, alors là, véritablement, les Européens en particulier auront à y perdre. Marc-Olivier Padis. Oui, Nicole a très bien décrit le mouvement tout à fait ironique par lequel Obama cherchait à encercler la Chine, et finalement la Chine a profité du du retrait américain pour retourner la situation à sa faveur. Et donc, pour filer une métaphore asiatique, si j'osais, je dirais c'est une prise de judo. Tout à fait ce qu'a réussi la Chine, c'est-à-dire renverser un rapport de force défavorable en sa faveur, ce qu'elle avait fait déjà d'ailleurs en 2001 quand elle est entrée dans l'OMC. On l'a fait rentrer dans l'OMC parce qu'on croyait à l'époque, on était encore dans l'euphorie post-89, que l'entrée de la Chine dans l'OMC allait favoriser par les vertus du commerce la sortie du communisme, et donc ça mettrait le dernier clou dans le cercueil du communisme mondial. Et en fait, c'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que la Chine a profité de sa présence dans l'OMC pour s'installer dans la mondialisation et en tirer un maximum de profit. Pour faire une remarque sur la date, on peut dire aussi que quand même cette offensive et post-Covid ne manque pas d'air, parce qu'on ne parle plus du tout du début de l'épidémie. Maintenant, la Chine communique sur le thème attention à la crise post-Covid, nous allons stimuler la région par cet accord, et grâce à nous, les effets négatifs sur l'économie du Covid vont s'effacer. Mais enfin, tout ça, ça permet de ne plus parler de l'origine du Covid, des problèmes sanitaires de la Chine, du manque de réactivité, du manque de transparence, etc. Et donc, ce que je trouve quand même très frappant, et je serais peut-être un peu en désaccord avec Nicole là-dessus, en tout cas, c'est dans le discours chinois, la place du thème multilatéral dans le discours des autorités chinoises. Alors, c'est effectivement, comme l'a dit Nicole, pas du vrai multilatéralisme au sens vraiment complètement global tel qu'on l'a essayé de l'organiser après 1945, mais il y a vraiment cette volonté, et même de faire la leçon du point de vue du multilatéralisme. Je ne résiste pas à vous lire deux lignes du communiqué officiel de l'agence de presse chinoise qui dit « Le monde voit une montée du protectionnisme et de l'unilatéralisme, tandis que l'intimidation commerciale et économique de certains pays, suivez mon regard, ce n'est pas la Corée du Nord, constitue une grave menace pour la coopération internationale, ainsi que pour la volonté mondiale de construire une économie ouverte. » Ça, c'est le discours chinois aujourd'hui, on croit rêver. Et c'est vrai qu'on se dit, pour ceux qui ont aimé le multilatéralisme sous impérium américain, le multilatéralisme sous impérium chinois nous promet de belles surprises, parce que à mesure que les Américains se sont retirés des instances internationales, de l'OMS, qu'ils ont bloqué l'OMC et de toutes sortes d'institutions multilatérales, les Chinois ont placé leurs pions avec soit directement des Chinois, soit avec des pays alliés. Et on voit très bien qu'il y a une volonté, il y a une volonté de soft power chinois, quelque chose de complètement nouveau,
Mais c'est quand même impressionnant de voir qu'ils sont capables, comme l'a dit Nicole, de signer un accord avec le Japon et la Corée du Sud. Quand on sait le poids du contentieux historique et des querelles qui n'ont toujours pas été levées entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud, c'est quand même très impressionnant, avec des pays du Commonwealth comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et ce n'est pas qu'une leçon vis-à-vis des États-Unis. Il faut bien qu'on comprenne qu'il y a aussi une manière de faire la leçon à l'Union européenne sur le thème il n'y a pas besoin d'un système intégré comme celui que vous avez construit en Europe, qui est un système beaucoup trop complexe, qui va beaucoup trop loin dans le détail des normes, dans les ambitions. Il faut faire quelque chose de plus souple et de plus pragmatique. Et donc, il y a tout un discours aussi un peu culturaliste du point de vue asiatique qui nous dit, regardez, nous sommes capables de faire des accords finalement très vite, qui seront bénéfiques, qui ne se posent pas toutes sortes de questions métaphysiques que se posent les Européens entre eux, et on va y arriver beaucoup mieux que vous. Michaela Wiegel. Oui, c'est très important ce que Marc-Olivier disait au moment. C'est vrai que à l'origine, l'Union européenne avait quand même envisagé de conclure un accord de libre-échange avec tous les pays de l'ASEAN à la fois. Ça n'a pas marché parce qu'on a considéré que la Thaïlande et les Philippines, qui sont régies par des régimes autoritaires, ne pouvaient pas être inclus. Et du coup, on a négocié une par une, d'abord avec le Japon en 2017, après avec Singapour 2018 et Vietnam 2019, la Corée du Sud. Donc, en réalité, l'Union européenne n'a pas pu avancer aussi vite qu'elle le voulait. En tous les cas, c'était la position de l'Allemagne parce que justement, on a considéré que nos valeurs, notamment les valeurs démocratiques, mais aussi, Nicole le disait, les normes environnementaux, la protection des travailleurs, tout ça, on pouvait les sacrifier pour les tarifs douanières. Et moi, ce qui m'a frappé dans cet accord, c'est la réaction immédiate de la chancelière allemande qui exerce la présidence tournante de l'Union européenne, qui a dit ça va devenir très très difficile de faire face à cette compétition, et l'absence totale des réactions du président Macron. Il a donné un très long entretien au grand continent qui se voulait visionnaire. Il n'a pas mentionné une seule fois cet accord ou le partenariat indo-pacifique qui, soi-disant, est une nouvelle priorité pour l'Union européenne. Donc, il y a visiblement un problème de perception de ce danger pour la compétitivité et la croissance économique de l'Union européenne du côté français, ce qui, en tous les cas, côté allemand, est interprété comme en cohérence avec toutes les réticences sur les autres traités de libre-échange, notamment celui qu'on n'a pas pu mener avec les États-Unis, mais aussi Mercosur, qui fait toujours débat. Nicolas Bavrez. Il est vrai que c'est vraiment un accord historique, donc les États-Unis essayent de le minorer en expliquant que c'est un accord à l'ancienne qui ne porte que sur les droits de douane ou que ça n'a rien à voir avec le grand marché européen. Donc ceci est en partie vrai, mais il n'empêche qu'on a maintenant 2,2 milliards d'hommes qui vont être dans une grande zone de libre-échange et que ça affirme très fortement la volonté de l'Asie et de la Chine de prendre la tête du prochain cycle de croissance et de le prendre grâce au libre-échange et à la poursuite de l'intégration des chaînes de valeur au moment où c'est très fortement contesté en Occident. Donc, comme il a été dit, il y a un grand gagnant, c'est la Chine. Elle a très bien encaissé le krach de 2008. Elle a surmonté l'épidémie. Elle sort de récession. Elle annonce qu'elle va faire de l'écologie maintenant avec la neutralité carbone pour 2060. Et c'est vrai qu'elle prend clairement, elle annonce qu'elle va prendre le leadership de la mondialisation et également de l'Asie. On a trois grands perdants et le moment qui est choisi est un moment terrible
pour le grand perdant qui est les États-Unis. Parce que cette annonce vient en plein dans la transition très chaotique entre Donald Trump et Joe Biden, et le message de la Chine est très clair, c'est ce qui a été dit. La Chine indique que l'Asie, et la Chine en particulier, peuvent parfaitement se passer des États-Unis. Le retournement est non seulement le retournement comme il a été dit, du TPP, c'est-à-dire que la Chine montre qu'elle réussit là où les États-Unis ont échoué, mais c'est même un retournement par certains côtés des valeurs occidentales. Le deuxième perdant, c'est l'Inde, qui a choisi de sortir des négociations et qui se trouve marginalisée. Et puis le troisième perdant, c'est l'Europe. Elle était traditionnellement le premier partenaire de la Chine, et aujourd'hui, elle est devancée par l'ASEAN, et elle va être de plus en plus devancée. Donc finalement, qu'est-ce que nous dit cet accord dit RCEP? Premièrement, accélération du centre de gravité vers l'Asie, et ce que disait à l'instant Michaela Wiegel est vrai, c'est-à-dire que cette zone de libre-échange avec ses 2,2 milliards de consommateurs, elle va être très attractive pour implanter des activités et des centres de recherche. La deuxième chose, c'est la régionalisation de la mondialisation. On le voit avec l'Asie, mais on le voit aussi avec l'Afrique. Et c'est la troisième réflexion qu'on peut faire, c'est que au moment où tout le monde annonce que le protectionnisme, c'est l'avenir de l'humanité, on voit que les choses sont quand même plus partagées. Le libre-échange est en train de s'imposer en Asie. On peut dire aussi que le Nigeria vient de rejoindre le grand marché africain. Donc, ça montre qu'au sud et à l'est, le libre-échange progresse. Et c'est ce par quoi je voudrais terminer, c'est cette inversion complète des valeurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le protectionnisme est en Occident, aux États-Unis et en Europe. Le libre-échange est en Asie et également en Afrique. Donc, c'est à l'Est et au Sud. Et avec l'idée de la Chine de retourner les institutions et les valeurs de l'Occident contre lui. Ça a été vrai du capitalisme, de la science, de la technologie. C'est maintenant vrai du libre-échange. Et je crois que c'est ce qu'on devrait méditer. C'est que si l'on veut endiguer la Chine, il faut que les États-Unis et l'Europe redécouvrent leurs propres valeurs. Nicole Diesotto. Oui, juste un mot. D'abord, une réaction à ce que vient de dire Nicolas. Est-ce que le libre-échange est notre valeur suprême? Ça, je crois qu'on peut aussi se poser la question. Un libre-échange relancé par un monde autoritaire, qu'il soit communiste ou simplement dictatorial, je ne suis pas sûre que ce soit un modèle désirable pour les Européens et les Occidentaux en général. Deuxième point, je voulais juste terminer sur une réflexion sur la puissance chinoise. C'est vrai que la Chine, aujourd'hui, apparaît comme la grande puissance du 21e siècle. Sur le plan du soft power, je n'y reviens pas, Marc-Olivier Padis l'a très bien expliqué. Sur le plan du commerce, il y avait les routes de la soie, souvenez-vous, qui reste une ambition chinoise. Il y a maintenant cet accord d'intégration régionale avec 30% de la population mondiale. Et puis, il y a surtout la puissance militaire et notamment l'ambition technologique, spatiale de la Chine dont je parlais tout à l'heure. Alors, est-ce que tout cela fait de la Chine une menace pour les Européens? Les Américains répondent bien sûr de façon immédiate, presque automatique, oui. À partir du moment où un pays est supérieur ou risque d'être plus puissant que les États-Unis, c'est une menace pour les États-Unis. Et Joe Biden va reprendre en tout cas la tendance de Trump, qui est de penser la Chine comme une menace, de penser le monde comme un monde bipolaire. Il y a nous et il y a eux, et tous ceux qui n'est pas avec les États-Unis sont des ennemis des États-Unis. Pour les Européens, il me semble que la réponse pourrait peut-être être un tout petit peu sophistiquée. Ce qui est sûr, c'est que l'accord, enfin la montée en puissance de la Chine montre l'échec de l'isolationnisme et du protectionnisme américain. Ça, on est d'accord. Mais de là à dire que la Chine est une menace globale pour les Européens, je pense que ça mérite réflexion, comme une autre réflexion comme celle que posait
Nicolas, je ne suis pas sûre en tout cas que pour les Européens, la Chine soit une menace militaire. C'est une menace d'un autre ordre sur la démocratie, sur le libéralisme. Et je pense qu'on aura au XXIe siècle un combat sur deux versions du libéralisme qui sera, à mon avis, plus important que le combat stratégique. Nicolas Bavrez. Oui, juste un mot. Évidemment, le libre-échange n'est pas une valeur, c'est une institution, comme d'ailleurs le capitalisme, ou un instrument comme la technologie. Mais il n'empêche que c'est un instrument qui est autrement efficace pour produire de la croissance et des emplois que le protectionnisme. Et la deuxième chose qui est complexe, ce qui a été dit, c'est que cet accord, ce n'est pas seulement une alliance entre régimes autoritaires. Ce qui est très gênant, c'est qu'on y retrouve le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire des pays qui sont des démocraties, et de vraies démocraties. C'est d'ailleurs parmi celles-là celles qui ont le mieux réagi à l'épidémie de Covid, et que ce sont des pays qui, alors qu'ils ont tous des contentieux importants, historiques ou économiques en ce moment avec l'Australie, avec la Chine, ont tous choisi de rejoindre cette initiative qui est clairement une initiative chinoise. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué et qu'on ne peut pas dire que c'est simplement le club des démocratures. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je l'ouvrirai en disant qu'une des règles que nous avons choisies est de ne pas dire dans cette émission du bien les uns des autres, mais quand d'autres disent du bien de l'une ou de l'un d'entre nous, pourquoi ne pas leur faire écho? Je l'ai dit tout à l'heure. Nicolas Bavrez a reçu le prix de l'essai de l'Académie française pour le livre qu'il a publié chez Talandier et qui s'intitule Le monde selon Tocqueville. Nicolas est avocat. Je ferai des rares confidences. J'ai voulu embrasser cette profession en voyant deux films. Le premier d'Otto Preminger, Autopsie d'un meurtre, avec Ben Gazzara, James Stewart et Lee Remick, et le deuxième, Témoin à charge de Billy Wilder, avec Marlène Dietrich, Charles Laughton et Tyrone Power. Outre un suspense absolument formidable et des retournements étonnants, ces deux films ont en commun une chose qui peut donner envie d'être avocat, c'est que dans les deux cas, l'avocat se fait absolument flouer par son client. Mais je voulais signaler la réédition très bien refaite de Témoin à charge, donc de Billy Wilder, souligner au passage que le décorateur en était Alexandre Troner, celui des Enfants du paradis de Marcel Carné, comme aussi celui de L'homme qui voulut être roi de John Huston, un personnage absolument étonnant, hongrois ayant choisi de vivre en France et travaillant dans le monde entier. La liste des films magnifiques auxquels il a collaboré nous tiendrait jusqu'à la fin du jour. Nicolas Bavrez, votre choix de brève. Alors d'abord, merci beaucoup. Je ne suis pas sûr de mériter tous ces compliments, mais je confirme qu'il y a un dicton du barreau qui dit que le client est le premier ennemi de l'avocat. Et donc, qui confirme la filmographie de Philippe Meyer. Je voulais rendre un hommage à quelqu'un qui le mérite vraiment et qui est Daniel Cordier. Il avait juste 100 ans. Il était né le 10 août 1920 à Bordeaux et il a eu un destin extraordinaire avec 4 vies. Une vie qui était placée sous l'influence de son beau-père qui était tout à fait à l'extrême droite et antisémite. Et donc, c'est une adolescence qui s'est placée sous le signe de l'Action française et des Camelots du Roi. Et puis, au moment de la débâcle, Daniel Cordier décide de rejoindre Londres. Il va donc rejoindre la France libre, s'engager dans les services du BCRA, gagner la France, normalement pour travailler avec Georges Bidault, et puis il va rencontrer Jean Moulin, et il sera le secrétaire de Jean Moulin, avec lequel il va organiser la résistance et créer le CNR. Ensuite, après il rentre à Paris en France, il contribue à restructurer les services secrets avec le colonel Passy, à fonder ce qui sera le FUDURSDES, mais il démissionne quand le général de Gaulle décide de partir du pouvoir en janvier 1946. La troisième vie, c'est une vie qui est consacrée à l'art moderne avec une galerie. C'est Jean Moulin qui lui avait fait découvrir l'art moderne. Et entre l'Europe et les États-Unis,
Daniel Cordier va développer une activité extrêmement dense avec des grands peintres qui sont aussi des amis pour lui, comme Nicolas de Staël ou Jean Dubuffet. Et puis sa quatrième vie inattendue, c'est une vie d'historien. Elle lui vient d'un coup de sang quand Henri Freinet accuse Moulin d'abord d'avoir été imprudent et ensuite d'avoir été un agent communiste. Et ce qui est très rare, Daniel Cordier, qui est un des acteurs et un grand témoin, va devenir un historien, mais un historien au plein sens du terme, qui forcera le respect des historiens professionnels. Et il publiera sa série sur Jean Moulin, l'inconnu du Panthéon. La dernière chose qu'on peut rappeler, c'est qu'il était l'avant-dernier compagnon de la Libération. Il n'en reste plus qu'un, Hubert Germain, et c'est aussi l'occasion de saluer ce qui est sans doute la dernière chevalerie en tout cas la grande chevalerie du XXe siècle, que furent ses compagnons de la Libération, et de saluer le dernier qui reste, M. Hubert Germain. Michaela Wiegel. Je remonte 2 guerres plus loin, la guerre franco-allemande de 1878-71, et je voudrais saluer la parution en français du livre Ennemi héréditaire, point d'interrogation, écrit par 2 historiens, une française, un allemand, Hélène Mia Delacroix et Andreas Wirsching. Et c'est en soi déjà un exploit d'avoir dans ce chapitre les 2 points de vue qui sont croisés, et c'est un dialogue vraiment passionnant. C'est paru chez Fayard Histoire. Marc-Olivier Padis. En ces temps de confinement, je vous recommande un site internet qui s'appelle Windows Swap, dont vous trouverez l'adresse sur le site. Alors sur ce site, il y a juste une image fixe et un seul bouton à cliquer qui vous propose, je cite, d'ouvrir une nouvelle fenêtre quelque part dans le monde. Que voit-on? Une image fixe prise par une webcam de ce que voit un particulier par sa fenêtre. Des internautes partagent en effet la vue qu'ils ont de chez eux. On passe ainsi de Bombay à une petite ville du Canada, de Moscou à Birmingham. La vue n'a souvent rien de remarquable, une arrière-cour, quelques arbres devant la rue, une pelouse un peu grise avec des collines en arrière-plan, parfois un joli jardin anglais. C'est rafraîchissant, c'est le dépaysement à portée de clic. Mais ce que je trouve fascinant, c'est ce rapport étrange que procure Internet, dans le meilleur des cas, entre l'intime et le public. Car nous sommes bien chez des particuliers, dont nous ne savons rien, mais nous voyons l'extérieur, depuis leur intérieur. Le cadrage fait parfois apparaître l'encadrement d'une fenêtre, une partie limitée de la pièce, des rideaux, sa décoration, quelques plantes, des objets quotidiens, mais guère plus. Ce qu'on voit, c'est le paysage familier, observé sans doute jour après jour, par quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui partage avec nous un aspect très privé de sa vie et pourtant presque impersonnel dans sa banalité, ce qu'il voit depuis sa fenêtre. Nicole Desautos. C'est intéressant, je vais regarder. Mais en tout cas, par ces temps sinistres, moi, je voudrais vous vanter le roman le plus jubilatoire de la rentrée, dont j'espère beaucoup qu'il aura le Goncourt. Il s'agit de L'Anomalie d'Hervé Letellier, qui est sorti chez Gallimard. C'est un livre absolument formidable. Il y a 2 romans dans le roman. Il y a d'abord un roman d'aventure, un roman policier, d'espionnage, de science-fiction, où tout se mélange dans un suspense tenu, jusqu'à la dernière page, vraiment jusqu'à la dernière page, avec des séries de portraits magnifiques, dont un tueur à gages, Blake, dont on a envie de faire son meilleur ami pratiquement. Et puis à côté de cela, il y a un livre beaucoup plus sérieux sur le sens de la vie, sur la fragilité des destins que nous choisissons, parce qu'on aurait tous pu avoir une autre vie, une double vie, on aurait pu être quelqu'un d'autre que ce qu'on l'on est. Et il aurait suffi d'un tout petit détail, d'un mauvais virage pris dans un mauvais croisement pour que les choses changent et pour que nous soyons un autre. Et c'est tout à fait passionnant. Moi, je vous recommande ce livre et je prends le pari qu'il aura le Goncourt. Merci beaucoup, Nicole. Nous aurions été désespérés que vous fussiez
quelqu'un d'autre que la personne que vous êtes. Merci Philippe. Je rappelle à tout le monde que notre campagne de financement est en cours, qu'on peut y participer et faire un don défiscalisé mensuel ou ponctuel, défiscalisé à 66% sur notre site à la rubrique Soutenez-nous. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui la surveille en même temps qu'il en fait le compte-rendu analytique, Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, comme Olivier Magloire veille à l'acheminement de nos financements, et puis Nouvelles Écoutes et Julien Leville, qui nous produisent. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel Esprit Public. Merci beaucoup.